Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la 83e édition du Dakar de Médina Gounass. La cérémonie officielle a vécu ce dimanche. Le gouverneur de Kolda qui a présidé la cérémonie se félicite de l'organisation de l'événement religieux par les services de l'État. Litige foncier à Tivaouane. La polémique autour d'un lotissement d'un terrain de football oppose les populations au maire Demba Diop Sy. Elle l'accuse de vouloir délivrer des titres de propriété à des privés. En sport, Basketball Africa League, l'AS Douane s'offre l'US Monastir et engrange sa première victoire sur le score de 74-59. En football, en Ligue 1 sénégalaise, le Giraffe de Dakar surclasse Teungueth FC 3-0 et relance la course au titre à l'issue de la 22e journée du championnat. Dans cette édition, nous irons à la rencontre de Awambaye, cette bouchère installée à Galel. C'est fait ton nom dans ce métier. Et puis retour sur la polémique de la semaine avec la nouvelle mesure de la douane sénégalaise concernant la DPI. Les différents acteurs se prononcent sur le sujet dans un dossier à suivre en fin de journal. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Cérémonie officielle du Dakar de Médina Gounass. Le gouverneur de Kolda, Sayer Ndao, se félicite de l'organisation de cet événement par les services de l'État du Sénégal. Certes, des difficultés ne manquent pas, mais des défis ont été relevés dans la réalisation des mesures arrêtées. Sayer Ndao n'a pas manqué d'inviter les pèlerins au respect du code de la route pour éviter les accidents. Je vous propose de l'écouter au micro de Ahmadou Ba. Les engagements presque 100% respectés. On a pu redresser quelques petits problèmes qu'on a gérés en cours de Dakar, parce que vous savez que c'est 10 jours de dévotion, 10 jours de retraite spirituelle, là où il n'y a rien, où il faut créer un monde, créer une ville et amener tout et mettre à la disposition des gens, c'était pas facile. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a pu régler tous ces problèmes. Et aussi l'engagement de nos plus hautes autorités qui se sont investis pour mettre des moyens à nos dispositions nous a permis d'organiser un peu. Donc c'était ça la quintessence de mon discours, mais aussi rappeler aux fidèles qui étaient là que nous devons retourner dans les maisons. Retourner, ça nécessite que les gens soient calmes au retour, soient posés, mais qu'ils respectent les consignes de sécurité. Parce que sur la route, maintenant, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'insécurité et c'est lié au comportement des populations. Mais nous voulons que tous les pèlerins qui quittent Médina Gounass rentrent tranquillement chez eux, mais dans le strict respect des consignes. Ce qui veut dire quoi? Il y aura de la rigueur sur la route pour que les gens se respectent ce qu'il faut. Nous ne voulons pas d'accident. Nous voulons renforcer la sécurité routière, donc il faudrait que les gens respectent les consignes. L'autre particularité, et c'est une observation, on a remarqué que les bonbons de gaz étaient interdits au niveau du Dakar. Néanmoins, les contrôles que nous avons opérés nous ont permis de prendre des bouteilles. C'est vous dire qu'il y en a quelques-uns qui amènent des bouteilles, bien qu'ils savent que l'interdiction est de rigueur. Mais l'année prochaine, nous allons corser la situation et essayer de voir comment juguler ce problème. Mais on peut dire que pour cette année, l'édition a été une parfaite organisation. Parlons politique à présent avec la première sortie du Parti démocratique sénégalais après l'alternance politique survenue au mois de mars dernier. Le PDS exhorte le nouveau gouvernement à apporter des solutions efficaces aux différentes préoccupations des Sénégalais, notamment la réduction du coût de la vie, et se félicite des nouvelles mesures prises par l'État sur la gestion du foncier. Le PDS donc faisait face à la presse cet après-midi. Je vous propose de suivre Bachir Diawara, le porte-parole. Le gouvernement actuel hérite d'une situation économique et sociale difficile caractérisée par une croissance en baisse, un endettement croissant et un coût de la vie en hausse. Il est impératif que les nouvelles autorités puissent s'attaquer de manière pragmatique à ces défis pour améliorer le niveau de vie des Sénégalais, le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Le PDS exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour répondre favorablement à la demande sociale et réduire le prix des denrées de première consommation. Le PDS salue également la décision du président de la République d'arrêter toutes les constructions sur le littoral, ainsi qu'à Thiès et à Mbour. Nous espérons que cette décision sera accompagnée d'une réforme qui accélérera le programme Une famille, un toit et abordera pour y remédier de façon structurelle la question d'assainissement et des inondations récurrentes qui plongent régulièrement des millions de Sénégalais dans le désarroi.
Il est fondamental de mettre fin à la gabegie et au bradage foncier qui sont en partie à l'origine de ces problèmes. Pour ce faire, le PDS propose l'instauration immédiate d'une taxe foncière spéciale rétroactive sur le patrimoine foncier bradé et cédé par l'État au cours de ces 10 dernières années. Cette taxe fixée pourrait être tournée autour de 25% du prix de cession par mètre carré, réévalué à la valeur de marché actuel, devrait permettre à l'État de générer des revenus exceptionnels importants pour financer notamment la lutte contre les inondations et la construction des logements sociaux. Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h à Tivaouane, la polémique autour d'un lotissement d'un terrain de football. Des jeunes et notables du quartier concerné dénoncent ce qu'il appelle une injustice. Selon eux, le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, veut procéder au lotissement du terrain de football pour délivrer des titres de propriété à des privés. Ils ont tenu un sit-in sur le site. Reportage signé Gérante Diop. Des jeunes regroupés au sein du collectif Aar Sunu Tivaouane se sont mobilisés sur le site pour dénoncer le morcellement de leur terrain de football. Ils ont pointé du doigt le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy. Nous voilà aujourd'hui face à vous et aux Tivaouanois en particulier pour dénoncer cette énième forfaiture que le maire Demba Diop est en train d'exercer sur le foncier de Tivaouane. Alors ici, ça devait servir exclusivement à l'utilité publique parce que ce site appartient à tout Tivaouane. Parfois, des jeunes viennent de Fogny, de Kouli, pour jouer des matchs de football ici. On n'a pas assez d'espace à Tivaouane. Mais on s'est réveillé un beau jour, on a découvert des attributions. Ce n'est ni des mutations, ni des certificats administratifs. Des attributions signées par Demba Diop pour des privés. En 2022, le conseil municipal de Tivaouane a délibéré pour la mesure de la jeunesse et de la citoyenneté pour 5000 m². Malgré que nous n'étions pas contents, mais puisque c'est d'utilité publique, on a accepté ce fait. C'est pourquoi d'ailleurs, révèle-t-il, le maire sera traîné en justice pour faux et usage de faux. Le maire Demba Diop a fait du faux et usé du faux. Nous sommes prêts à aller partout où besoin sera pour combattre cette injustice. Ces jeunes du quartier Kawsara ne comptent pas reculer. Dans Yota, d'ailleurs, ils ont prévu d'autres actions pour se faire entendre. Demba Diop Sy a tenu à porter un démenti. Selon lui, il n'y a jamais eu de lotissement sur ce terrain de football. D'ailleurs, il est prévu de l'aménager et d'y construire un terrain de basket. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Gérante Diop. J'ai suivi un peu le problème du point de presse des gens. Maintenant, je vous amène seulement quelques précisions. Sur un terrain de 1 hectare 200 ou bien 1 hectare 400, je ne pense pas que régulariser 4 parcelles, c'est faire un lotissement. Et ces 4 parcelles qu'on a régularisées, on l'a régularisé sur la base de documents clairs. Donc on n'a pas de souci par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette zone, l'espace dont il parle, cet espace, on a prévu de mettre un terrain de football et un terrain de basket qui est derrière la maison de la jeunesse. C'est ce qui est prévu par le conseil municipal. C'est ce qu'on avait prévu au départ sur le conseil municipal. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a que les 4 parcelles-là que j'ai signées sur la base d'anciens documents qui existaient avant ma venue au niveau de cette commune. Les 4 parcelles qu'on a signées correspondent à la place où actuellement il y a des bœufs et des vaches qu'on a mis sur cet espace. C'est la seule espace libre qu'on peut distribuer là-bas parce qu'on a mis des animaux. Or, la place des animaux, c'est dans le forêt, ce n'est pas dans le quartier. C'est ça le vrai problème, il n'y a pas autre chose. Nous allons à Saint-Louis à présent avec la communauté guindarienne qui réclame plus de transparence dans la gestion des ressources gazières. Cette communauté sera fortement impactée par l'exploitation de cette ressource naturelle. Le mouvement pour la défense des intérêts de la langue de Barbarie souhaite que les jeunes soient impliqués dans ces activités. Là-dessus, je vous propose d'écouter Mamadou Moustapha Ouad. Il est le président du mouvement. Il est interrogé par Ousseynou Diop. Pas, mais nous demandons à ce que l'État et les industries pétrolières puissent prendre langue avec la communauté locale pour prendre en charge leurs préoccupations dans leur démarche RSE. Parce que la communauté de la langue de Barbarie est fortement impactée par l'exploitation de ce pétrole et de ce gaz. Donc par rapport au développement communautaire, nous demandons que les revenus générés par l'exploitation du pétrole et du gaz soient investis dans les projets de développement communautaire, soit visant à améliorer les infrastructures, l'éducation, la santé, les moyens de subsistance des populations locales. Sur le plan de la protection des
moyens culturels. Nous exigeons la protection et la promotion de notre patrimoine culturel et nos traditions ancestrales dans le cadre du projet d'exploitation des ressources naturelles. En plus bref, les travaux avaient repris plutôt ce dimanche à Banjul, le deuxième et dernier jour du 15e sommet de l'OCI. Le nouveau président en exercice donc de l'OCI, le président gambien Adama Barrow, a exhorté les États membres de l'organisation à accompagner son pays durant son mandat pour promouvoir et réaliser les idéaux et prendre des mesures concrètes permettant le développement de la Oumma islamique. Avec la clôture des travaux donc ce dimanche, des attentes fortes de l'adoption notamment d'une résolution sur la crise palestinienne. Pendant ce temps, la cérémonie officielle de la 9e édition du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor s'est tenue à Milan. C'était en présence de poètes venus donc des 4 coins du globe, initié par le poète Cheikh Tidiane Gaye. Ce prix vise à promouvoir la culture de la paix, la solidarité et l'amour entre les peuples à travers l'art de la poésie. On voit cela dans cet élément signé Augustin Faye et Elhaji Kabo. L'objectif principal de cet événement est de mettre en lumière la vision et de diffuser les œuvres du grand poète Léopold Sédar Senghor, tout en encourageant la création poétique contemporaine. Il s'agit également de faire connaître son parcours littéraire et philosophique, marqué par un engagement profond en faveur de l'humanisme et de la fraternité universelle. Senghor, c'est un homme spécial. Il a beaucoup contribué pour le développement spirituel, et je crois, est intellectuel, philosophique, poétique. Donc aujourd'hui, il a toujours ses adeptes. On a une mission et cette mission, c'est continuer surtout à œuvrer pour que le nom de Senghor puisse rester dans le sol. Donc je lance un appel naturellement au nouveau gouvernement du Sénégal, à son Excellence Monsieur Diomaye Faye, de repenser la culture, de reprendre la théorie senghorienne, la culture comme matrice, incontournable, je dirais même, parce que important, très importante la culture, surtout pour bâtir notre nation. C'est vrai que l'économie, c'est vrai qu'il faut penser aux industries, mais la culture est importante. C'est pour cette raison, moi je suis là avec mes collaborateurs, on travaille pour essayer de faire rayonner le Sénégal, l'image du Sénégal dans le monde. Au-delà de la compétition, cet événement a également été l'occasion de célébrer la poésie comme un vecteur puissant de dialogue et de compréhension naturelle. Les échanges entre les poètes, les lectures publiques et les discussions ont nourri un climat de convivialité et d'échange intellectuel, renforçant les liens entre les différentes cultures représentées. J'étais venu également pour assister à cet hommage qui est rendu au président de la République du Sénégal, le premier président Léopold Sédar Senghor, qui a été un peu le bâtisseur de la nation sénégalaise, qui a construit l'image du Sénégal à travers le monde. Et c'est cette image que nous, en tant que diplomates, sommes en train de consolider. Donc Senghor, c'est un patrimoine universel et c'est un honneur pour tout Sénégalais d'être présent à chaque fois que qu'un hommage lui est rendu. Le deuxième aspect, c'est pour venir soutenir un compatriote, Cheikh Tidiane Gaye, qui est en train de faire un excellent travail ici en Italie. Et c'est un autre devoir également en tant qu'ambassadeur de venir le soutenir et surtout de lancer un message à tous les compatriotes pour qu'ils sachent que chaque fois qu'ils excellent, nous serons à leur côté. Les participants ont partagé leurs œuvres et leurs expériences, offrant un panorama riche et vibrant de la poésie contemporaine dans l'espace francophone. Nous avons eu la chance de découvrir de jeunes et bons poètes à travers le monde qui ont participé à cette belle rencontre et qui, ma foi, je pense que augure une belle réussite pour la 10e édition que nous comptons organiser avec l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor qu'a créé notre très cher ami, notre compatriote Cheikh Tidiane Gaye, qui en est le fondateur du prix et président également de l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor. Je suis vraiment honorée parce qu'une poétesse qui reçoit un prix Léopold Sédar Senghor, c'est exaltant parce que tout le monde sait que Senghor est un poète inclassable. Et cette consécration, je la dois à toute la population de Ngaye Mékhé et plus particulièrement à ma famille. Je suis aussi très content d'être le lauréat de ce prix littéraire.
littéraire. C'est une joie énorme que j'éprouve en tant que poète sénégalais. Être récompensé par ce prestigieux prix littéraire. Parce que la poésie aussi, il faut le dire, comme disait aussi Léopold Sédar Senghor, il disait que l'acte poétique est une manière de vivre et de faire vivre. Ce qui montre la place de la poésie dans le monde et son importance dans le vécu quotidien des personnes. Donc si aujourd'hui l'Académie internationale Léopold Sédar Senghor m'a décerné ce prix, c'est pour moi une très grande fierté, c'est pour moi un très grand honneur. La 9e édition du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor a été un véritable hommage à la poésie comme force de rassemblement et d'inspiration. À travers les mots et les émotions, les participants ont rappelé l'importance de la créativité et de la sensibilité dans la construction d'un monde meilleur, plus juste et plus harmonieux. L'actualité des sports à présent avec la 22e journée de la Ligue 1 sénégalaise et cette victoire spectaculaire du Jaraaf de Dakar face au Teungueth FC, le leader du championnat. Défait donc 3-0. Début signé Souleymane Cissé, Aimé Tandeng et Ababacar Sarr pour le club de la Médina, donc qui relance complètement la course au titre dans ce championnat de Ligue 1 du Sénégal. Le Jaraaf de Dakar désormais à 4 points du leader. 4 journées donc de la fin du championnat. Retenez également que Génération Foot s'est imposé devant Guédiawaye Football Club 1-0, un but à 0 donc, un but signé Amara Diouf. Basketball, Africa League, l'AS Douanes qui se reprend après sa défaite inaugurale face à Rivers Hoopers des Nigérians. Donc l'AS Douanes qui s'est imposé cet après-midi face à l'US Monastir sur le score de 74-59 avec Abdoulaye Harouna des Grands Soirs qui a inscrit 35 points dans ce match. Et puis en lutte, l'affiche du jour qui oppose en ce moment même Eumeu Sène à Sathiès, c'est à l'arène nationale, un combat organisé par la structure Alborar Events du promoteur Baye Ndiaye. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Place maintenant au dossier du dimanche concernant l'actualité des régions, des dossiers que nous démarrons avec ce portrait tout d'abord d'une dame bouchère dans la ville de Saint-Louis. Installée à Galel depuis quelques mois, Awa Mbaye s'est fait son nom dans son nouveau métier. Après son baccalauréat en 2003, elle a fait ses études aux États-Unis avant de rentrer au Bercail. Ousseynou Diop, Habib Seck l'ont rencontré. Awa Mbaye enfile ses gants pour couper la viande de bœuf. Elle est devenue bouchère par pur hasard. Elle donne ici les raisons. Pourquoi? Parce que j'habite à Saint-Louis, ça fait 1 an maintenant. Et puis j'avais un peu de mal à trouver la qualité de viande que je veux. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer ma propre boucherie et être ma première cliente. Awa Mbaye a pourtant fait des études poussées. Après son baccalauréat en 2003, elle poursuit ses études aux États-Unis. Aujourd'hui, après quelques mois de travail, elle se sent à l'aise dans son domaine de prédilection. Ça se passe bien, ce n'est pas facile, mais j'ai une équipe derrière moi qui aide beaucoup. Oui, j'ai fait des études. D'abord, j'étais ici à Dakar, j'ai eu mon bac au Collège Saint-Michel, un bac G. Ensuite, je suis allée aux États-Unis, j'ai fait là-bas 17 ans. J'ai fait mes études en business management et risk management et ressources humaines également. Aujourd'hui, la bouchère allie les travaux ménagères et son travail, une activité très difficile. C'est pas facile, hein? Ça veut dire mes journées sont longues. Je me réveille très tôt le matin parce que les enfants vont à l'école, je les dépose. Ensuite, je suis là à la boucherie. Après, je retourne à la maison à la descente des enfants pour le repas et tout ça, les exercices. Awa Mbaye croit dur comme fer qu'elle a trouvé le métier qu'elle voulait exercer. En Galel, quartier où elle a installé son business, elle s'est déjà familiarisée avec les clients de la dite localité. Parlons à présent de la première production de blé en culture irriguée, la région de Matam qui réussit le test dans 2 périmètres à Boé et à Souringo dans le département de Kanel. Les 2 champs produisent chaque
que les deux champs plutôt produisent chacun 5 tonnes à l'hectare, une première portée par la SAED qui constitue un premier pas vers la souveraineté alimentaire, un dossier signé Ali Bandelnian. Le déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie avait dès le départ suscité l'inquiétude de certains dirigeants africains dont l'approvisionnement en farine provenait essentiellement de ces pays. Seulement, à la suite du séjour de Macky Sall, l'ancien président sénégalais au pays de Poutine, des initiatives ont été élaborées par des agronomes sénégalais. Rompre la dépendance pour reprendre la souveraineté alimentaire. C'est dans cette démarche que la SAED a expérimenté 2 périmètres d'exploitation du blé. À l'arrivée, les résultats sont sans appel. Le ministère de l'Agriculture, ah oui, on l'a bien réussi et il fallait le faire. La culture du blé dans le Fouta, dans la vallée du fleuve, c'était jusque-là un rêve. En tout cas, quand nous avions eu l'information, nous faisons partie des premiers à nous y engager. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. Aujourd'hui, on a récolté un peu plus de 5 tonnes à l'hectare. Donc, c'est une bonne activité, rentable. Bon, Contrairement à la culture du riz, le blé est loin d'être une plante aquatique. La preuve, selon les propriétaires de ces 2 champs à Bou et à Ngano, il leur a juste fallu moins de 500 000 francs pour le financement d'un périmètre de 1,25 hectares. Si j'évalue toutes les dépenses que j'ai faites, elles tournent autour de 200, 300 ou même 400 000 parce que j'avais acheté de l'engrais, j'avais acheté également du gasoil pour l'irrigation. Mais comme vous le savez, le blé ne nécessite pas beaucoup d'eau. C'est une culture vraiment très rentable. C'est la première fois qu'on le cultive au niveau de Matam. En plus de cela, bon, on n'avait pas l'information nécessaire pour au moins, ou bien la pratique pour la culture de blé. Donc on avait des doutes. Mais puisque aussi rien n'est impossible, donc aussi on essaie, donc on parvient à réussir. C'est pourquoi même on a jugé nécessaire d'essayer pour au moins avoir des résultats. Bon, ce que je peux dire de cette question-là, donc c'est possible de le faire. Pourquoi ne pas encourager les jeunes ou bien les producteurs à cultiver le blé? Parce que le blé étant la 2e céréale la plus consommée après le riz au Sénégal, donc il est important maintenant de se lancer dans la culture locale du blé. Cette exploitation a porté sur une variété d'origine égyptienne. Et à la SAED, c'est presque une nouvelle page dans la culture irriguée, mais à condition que tout le dispositif nécessaire soit en place. Vu le contexte international des crises, je pense que l'État a initié à travers le ministère, je pense un programme spécial de production de blé. Et c'est dans ce programme qu'on s'est inscrit pour un peu travailler avec nos producteurs à la base, au moins démarrer une certaine production de blé ici à Mata. On a jugé nécessaire en fait d'y aller et de voir les résultats. Et si on sort du calendrier, on a des résultats probants et très concrets. Je pense que si on le faisait à temps, on allait encore avoir de meilleurs résultats. Maintenant, il reste à voir un peu sur le programme. Il faudra que ce soit un programme un peu plus global. En fait, depuis la production de semences, qu'il y ait une disponibilité de semences, comme c'est possible de le faire. On commence à travailler sur ça. On commence à sensibiliser les gens sur un peu la possibilité de faire du blé au niveau des producteurs. Donc, et là aussi, il faudra prévoir les autres maillons. C'est quoi? C'est un peu après la production aussi, il faut transformer, il faut commercialiser. 5 tonnes à l'hectare, c'est donc le résultat de la première campagne d'expérimentation de la culture de blé dans la région de Matam, où, avec un potentiel de 55 000 hectares, seuls 14 000 sont aménagés, dont 6 000 seulement emblavés en riz.
Ali Bandelnian, merci. Depuis le 1er mai, la nouvelle mesure de la douane sénégalaise concernant la déclaration préalable d'importation des pays suscite des critiques de la part de commerçants et de transitaires. Il faut noter que le président du conseil de discipline des commissionnaires en douane, de son côté, affirme que la DPI est avantageuse pour eux et facilite le contrôle douanier. La publication de ce communiqué donc a déclenché un débat animé sur la question. C'est ce que nous allons voir dans ce dossier signé Habib Faye. La colère peut se lire sur ces visages. Elle est suscitée par la publication d'un communiqué de la douane sénégalaise concernant la déclaration préalable d'importation. Ce formulaire de DPI en douane est ouvert par l'importateur pour confirmer son intention d'importer de la marchandise. Auparavant, la DPI s'appliquait lorsque la marchandise dépassait une valeur d'1 million de francs CFA. Aujourd'hui, s'applique déjà 500 000, ce qui pourrait impacter le secteur informel selon ces transitaires. Pourquoi établir une DPI à partir de la valeur FOB de 500 000 francs alors qu'auparavant c'était à 1 million? Donc je pense qu'on devait rester dans ces 1 million-là, laisser le secteur informel qui établissait des DPI et ne pas l'imposer au secteur informel. Parce que quand vous l'imposez au secteur informel, cela veut dire que vous tuez ce secteur carrément. La douane nous exige à déclarer selon des barèmes. Mais si la DPI vient, tous les barèmes vont disparaître. Même son de cloche chez les commerçants. Selon eux, la déclaration préalable d'importation ne fait qu'accroître les problèmes du secteur. La DPI ne nous arrange pas, elle tue le secteur informel. C'est à notre insu que toutes ces décisions ont été prises. Le directeur de la douane n'a pas associé les commerçants aux discussions. Une décision qui n'est pas sans conséquence chez le consommateur, de l'avis des transporteurs. Si plus de revient, forcément, il y a une répercussion sur le consommateur. Donc, il y aura forcément un impact sur le consommateur et nous voulons qu'il nous clarifie un peu sur la gestion du GIE Orbus et depuis quand l'État commence à détenir des actions dans un GIE. Nous voulons aussi connaître les propriétaires de Orbus et la destination des milliards qui y sont éjectés. Cette mesure va engendrer des répercussions sur les activités des petites et moyennes entreprises. Et ce secteur génère des emplois, génère des revenus. On peut dire même les 50% de la revenu sénégalaise viennent du secteur informel. C'est des surtaxes. C'est des surtaxes qui n'est pas vraiment normal. La DPI est un avantage pour le commissionnaire en douane. DPI, avantage pour le commissionnaire en douane, mom dafa am devoir de conseil mom mo wax importateur Sénégal kat li mo fi am ni lay doxé non lay doxé lolu lu autorité gis né suñu koy yaatalé ba képp kuy importer rek dugg ci ñom dinañ la mëna jappalé parce que depuis prévisibilité mo ci am lolu ñu ngi koy waxé moy fagaru mo ci né té day anticiper ci contrôle douanier bi nga am. Une anticipation qui n'est pas la bienvenue chez les acteurs. Ils veulent le respect du barème des importations qui existent déjà. Soit de travailler avec les barèmes qu'on avait longtemps travaillé auparavant, ou bien qu'on relève la valeur FOB à 1 million pour qu'on puisse établir une DPI. Et il faut comprendre que la douane, avec une procédure de dédouanement, c'est-à-dire qu'on se basait sur les barèmes forfaitaires. Vous avez compris. Mais maintenant, une fois que la DPI est mise en œuvre, les barèmes vont disparaître. C'est-à-dire les droits de douane vont augmenter nécessairement. Selon la douane, les acteurs ont déjà été informés de ce changement. Mais nos interlocuteurs balayent d'un revers de main cette affirmation. Ils souhaitent être associés aux négociations. C'est anormal que des vieux aillent discuter à notre place. Ils ne connaissent pas et ne maîtrisent non plus nos difficultés. Une concertation, c'est-à-dire la douane, avant de prendre des mesures, il doit faire appel à tous les concernés. Depuis le 1er mai, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, les commerçants n'ont déclaré aucune marchandise, informe le vice-président de l'ASIS, Association des commerçants et industriels du Sénégal.
Aujourd'hui, personne n'a déclaré une marchandise. Vous pouvez aller vérifier au port, vous verrez la situation. Le secteur informel doit être soutenu pour permettre aux acteurs créateurs d'emplois d'être plus libres sur le marché. Mais si on se base sur la DPI, déjà les droits de douane vont augmenter. Un conteneur de Chine peut payer des droits de douane énormes. Donc ça tue le secteur informel. Le président Cheikh Lumpouy espère que les déclarants en douane vont s'habituer à la décision de la Direction générale des douanes. Jël sa ordinateur am ci sa DPI kooku man je pense que avantage bu ñu mën a maintenir na tey jii suñu waxoon ne bu leen def ci DPI te ngeen di dédouaner ñëpp dañu bàyyi liggéey bi parce que kenn du mën dem. L'extension de la DPI ne dresse aucune nouvelle taxation ni des frais supplémentaires dans les opérations de dédouanement, décide la Direction générale des douanes. Elle assure que cette mesure n'a aucune implication non plus sur le prix de revient des marchandises, pas de faveur aussi sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Merci Habib Faye, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé.